Bonjour, c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Caroline Hinault est agrégée de lettres modernes et enseigne la littérature dans un lycée du département. Son premier roman, Solac, est un roman noir qui interroge les comportements humains et le sens de l'existence. Au nord du cercle polaire, les personnages évoluent en huis clos dans une atmosphère angoissante et glaçante. Nathalie Demoulin est romancière et responsable éditoriale aux éditions du Rouergue. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Caroline Hinault et Nathalie Demoulin. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite aujourd'hui, l'histoire de 4 personnages qui sont ensemble le temps d'un long hiver sur la banquise, un scientifique et 3 militaires qui ont comme mission de garder le drapeau national, une jeune recrue et des hommes plus expérimentés. Cette histoire, c'est celle que vous racontez, Caroline Hinault. Bonjour. Bonjour. Solac, c'est le titre de votre roman, votre premier roman, paru aux éditions du Rouergue, dont nous parlera dans la seconde partie votre éditrice Nathalie Demoulin. Comment est né ce roman, ce premier roman qui a priori paraît très éloigné de vous, une autrice, pour nous raconter ces 4 hommes, ces 4 humains et quelques animaux, même si la frontière entre les humains et les animaux n'est pas si claire que cela dans votre premier roman. Oui, alors il y a eu, je pense, beaucoup de choses à l'origine de ce livre, mais pour dire l'essentiel, je voulais écrire une tragédie, en fait, au départ. J'étais très nourrie de lectures de tragédies classiques et plus récentes, comme Wajdi Mouawad par exemple, qui est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais aussi quand même un sentiment de révolte qui m'habitait pas mal et qui était très présent dans mon écriture ces derniers temps. Et puis tout ça s'est mélangé avec la rencontre avec un autre livre. En fait, tout ça c'est né de lecture finalement aussi et de rencontres humaines, parce que j'ai rencontré le photographe François Lepage qui a sorti un livre avec son frère Emmanuel Lepage, une très belle BD qui s'appelle La Lune est blanche. Sur le pôle sud. Voilà, exactement. Alors eux, ils ont eu la chance d'être invités pour aller, avec leur regard d'artiste, en fait, suivre une équipe de scientifiques. Donc là, c'est en Antarctique, pas en Arctique. Et donc, je rencontre ce photographe à l'occasion d'un projet avec des lycéens. Et vraiment, oui, parce que je suis enseignante de français au lycée. Et au cours de cette rencontre, il parle tellement bien de cette banquise. Enfin, j'avais déjà beaucoup aimé le livre. Et puis, je pense que cette façon d'entendre l'intensité qui existe sur la banquise, enfin, d'une manière générale, sur un territoire où on est très très vite dans une esthétique de la survie, je sais pas, ça m'a vraiment traversée. Je me suis dit non, mais il faut absolument plonger des personnages. Donc moi, j'avais déjà une idée quand même qui est en train de se former d'un scénario presque tragique, et avec des personnages en huis clos. Et je me suis dit, il faut ce lieu épuré, dégraissé de tout, loin des institutions humaines, et voilà, de tout ce qui nous tient humains, quoi. Mais vous n'aviez pas d'autres relations à ce lieu qu'un lieu inventé, Solac, c'est une presqu'île, mais on imagine avec les noms Piotr et autres qu'on est plutôt du côté de la Russie à peu près. C'est pas très grave si on se trompe de quelques kilomètres pour la géographie. C'est un lieu fantasmé, lieu imaginaire, mais lieu en même temps réel. C'est ça, en fait c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que je voulais qu'il y ait un ancrage réaliste, c'est absolument pas un livre fantastique, donc je me suis quand même documentée, mais vraiment à minima, sur la faune, la flore, comment se forme la banquise, parce que j'y connais rien, je n'y suis jamais allée, ni au nord ni au sud. Donc vraiment c'est uniquement un travail là pour le coup de l'imaginaire, du langage en fait, surtout pour moi c'était vraiment ça l'enjeu. Et donc un peu de documentation, mais vraiment presque, j'avais très très peur que la documentation parasite l'écriture. J'avais aucune prétention ethnographique, de savoir, particulier sur un territoire, d'où aussi le fait que je ne situe pas l'histoire dans un pays particulier, même s'il y a des consonances slaves, etc. évidemment, oui. De ce monde-là, du Grand Nord, ou de ce monde des hommes, puisque ce sont des hommes masculins qui sont là-bas, lequel des deux fut le plus exotique à inventer pour vous, Caroline Hinault? Oh là là. Alors exotique, je sais pas si c'est le mot. À chaque fois, il y a eu plutôt une jubilation. Il y a une jubilation et d'inventer les deux, vraiment. Et, parce que finalement, c'est 2 territoires étrangers. C'est pas rien, c'est des hommes, et la question de la virilité, elle se pose aussi. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment interroger la virilité, interroger, pour moi, certains codes virilistes qui sont, je pense, une entrave et qui cadenassent aussi certains hommes, en fait, parce que, notamment, c'est un
personnage militaire dans le livre, mais pas seulement. Et donc oui, ce sont des territoires étrangers. En fait, c'est une altérité, autant la nature que être un corps d'homme, puisque moi j'ai un corps de femme. Et je trouvais ça passionnant d'explorer ça par l'écriture, justement, et de pouvoir essayer de rendre quelque chose vivant, véritable, enfin d'en faire entendre vraiment la pulsation. Uniquement à travers le travail du langage. Non, c'était vraiment une gageure, quoi. Alors Solac raconte 4 personnages qui sont loin du reste de l'humanité, hein. Ils sont même pas à la marge, on a l'impression qu'ils sont au-delà de la marge, et ça revient à plusieurs reprises, hein, cet isolement, l'environnement qui est le leur hostile aux humains. Piotr, qui est le personnage principal, parce que c'est celui qui raconte l'histoire, dit être même hors de la communauté des hommes. Pourquoi cela vous a aussi intéressé, outre cette dimension-là, la question du masculin, de la virilité, la question du grand norme, mais aussi cette question de l'isolement, cette question d'être très loin de tout. Et d'ailleurs, il y en a un qui se blesse et ne pourra pas recevoir de secours de l'extérieur, enfin qu'ils se débrouillent entre eux, parce que le climat est tellement hostile qu'aucun hélicoptère ne peut arriver jusqu'à eux durant cette grande nuit qu'est l'hiver polaire. Oui, alors en fait, c'était presque ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire ce huis clos permis par l'isolement, par donc ce que je disais, la survie. Je trouve que c'était le moyen d'aller questionner au plus près, hein, j'ai dit à l'os, mais c'est vrai, je voulais vraiment aller un peu au trognon de ce qui reste d'humanité en nous, quand plus rien autour de nous n'est là pour nous rappeler justement ce qui nous rend hommes, enfin humains, là vraiment le genre humain. Et donc très 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 facilement, en fait, quand vous mettez des personnages, c'était très expérimental, vous les mettez sans qu'on, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'altérité autre que 3 autres personnages autour de soi. Donc juste au début, on commence en août, il y a le ravitaillement, et c'est le seul lien avec l'humanité. Voilà. Et vraiment, quand on quitte le ravitaillement, on quitte l'humanité. Ah, tout à fait, c'est vraiment un détachement. Alors je voulais quand même, j'ai volontairement placé ces personnages sur une presqu'île. Alors bon, c'était dans ma tête, c'était aussi un petit hommage à Grac, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et un livre que j'aime beaucoup, La Presqu'île. Et donc je voulais qu'il y ait un lien infime mais présent. Je voulais que la coupure soit pas totalement nette et qu'il y ait une possibilité, même fantasmée, même imaginaire, d'être relié au monde des humains. Et puis le personnage principal, le narrateur, on sent qu'il digère sa misanthropie. Ça fait 20 ans qu'il est là sur cette presqu'île. Et il se questionne lui-même, en fait, sur sa propre humanité, il est dégoûté finalement par l'espèce humaine, hein, par les atrocités qu'on perpétue chaque jour. Auquel il a contribué aussi. Et donc en fait, justement, moi j'aime beaucoup l'ambivalence, enfin c'est ça qui me passionne complètement. Je pense que la nature humaine, s'il y en a une en tout cas, est absolument ambivalente. Et donc ça permettait d'interroger ça. Quand je disais dégraisser, c'était vraiment l'idée... ils sont seuls face à eux-mêmes. Il y a un double face-à-face, quoi. Il y a le face-à-face avec soi-même qui est peut-être le plus dur, en fait, le plus exigeant, parce qu'ils descendent très très loin au fond d'eux-mêmes et au fond de leur solitude. Et puis le face-à-face avec les autres, dans cette cohabitation forcée qui est très vite insupportable. Donc ça posait vraiment la question, enfin l'enfer c'est les autres, oui, voilà, huis clos. En fait, j'y ai pas pensé au départ. C'est seulement maintenant a posteriori que je m'en suis rendu compte de cette... à quel point ça les plaçait dans la difficulté de notre insociable sociabilité, mais vraiment c'est exactement ça qui est posé, oui. Parce que l'isolement, ils y sont pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce personnage de Piotr qui est là depuis une vingtaine d'années, qui est le plus âgé, le chef de la mission, étrange mission, qui est celle de conserver qui dit à un moment absurde. Un drapeau sur un bloc de glace, mais lui il dit à un moment en tout cas que c'est un isolement volontaire. Il y a un autre soldat qui est beaucoup plus bestial, beaucoup plus animal, qui est le chasseur, qui lui est un peu en bannissement de la communauté des hommes depuis 5 années. Il y a un scientifique qui est là, qui est dénommé le Grizzly, qui fait sa dernière mission, ses derniers mois sur place, qui lui vraiment pour un intérêt scientifique. Et d'ailleurs, vous avez choisi de situer ce roman non pas aujourd'hui, mais à la fin du XXe siècle. Il le dit, c'est à une époque où peu de monde encore s'intéresse à la climatologie, de naître. Oui. Et puis il y a une jeune recrue qui arrive lors du ravitaillement, qui vient remplacer un homme qui s'est suicidé sur cette mission et qui a visiblement précipitamment, en tous les cas, quitté le monde des hommes. On ne sait pas trop pendant longtemps ce qu'il fait ici. C'est aussi ça qui est important justement dans la relation de ces personnages, c'est qu'ils n'y sont pas là
pour les mêmes raisons et du coup, ils ne s'acclimatent pas de la même manière à cet isolement, Caroline Hinault? Oui, tout à fait. Il y avait une tension. De toute manière, je voulais que ce soit un livre tout en tension. Donc, chacun a des tensions déjà avec sa propre histoire. Enfin, voilà, joue un rôle actif dans sa propre survie, je pense psychique et physique. Et puis, en plus, il y a la tension qui s'installe entre eux, justement, à cause de ces différents tempéraments que vous avez très bien décrits, avec ce que chacun, j'allais dire, trimballe, en fait, de lui-même, tout son passé, ses fantômes, peut-être encore un peu d'illusion pour certains. Je voulais quand même que ce soit pas trop caricatural, donc chacun a ses ambivalences, même le chasseur abominable qui incarne quand même beaucoup de choses que j'exècre, il faut quand même le reconnaître. Autant les autres, on les comprend, on est avec eux. Lui, on a du mal. Lui, on a du mal, et en même temps, les rares fois, il peut être parfois un tout petit peu, quand il arrive à parler de certaines choses, quand il accède enfin au langage, il arrive à dire des choses qui peuvent être belles, mais qui très vite retombent dans l'horreur. Mais ce que je voulais, en tout cas, c'est que chaque personnage ait ses ambivalences, même le narrateur, en fait, je ne savais moi-même pas s'il était positif ou négatif, en fait. Il a une espèce à la fois de misanthropie, mais en même temps, il peut s'avérer sans doute attachant. Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, malgré tous ses défauts. Et puis, ce militaire mutique qui arrive, ce jeune soldat, tout en tension, on ne sait pas qui il est. Je trouvais ça passionnant d'avoir une identité un peu mystérieuse et en même temps de sentir le poids de la rage en lui, le poids de cette révolte qu'on sent qu'il traverse tout son corps. Sans qu'il puisse véritablement s'exprimer, puisqu'on apprend très vite qu'il ne parle pas, il ne s'exprime qu'à travers des carnets. Alors, il y a ces carnets qu'il écrit pour lui et dont on va découvrir la réalité qu'à la fin du roman, mais il y a aussi les blocs de papier avec lesquels il peut communiquer avec les autres. Exactement. En fait, chacun a un rapport très différent au langage. Et pour finir, d'ailleurs, Grizzly, le scientifique, qui est quand même celui qui a le plus de valeur humaniste, celui voilà, que j'admire peut-être le plus parce qu'il est là pour le progrès collectif, il est là pour faire des recherches. C'est un lecteur de poésie, il a apporté à lire déjà sur la presqu'île. Et donc, moi, je voulais interroger aussi le degré de leur humanité sur l'échelle du langage. Enfin, très clairement, il y avait deux échelles, l'échelle du langage et de l'animalité. Et pour moi, ce sont deux échelles qui permettent sacrément bien de questionner ce qu'il y a d'humain en nous. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, ce personnage de Grizzly est très atypique dans le sens où il est très attachant. D'ailleurs, la jeune recrue va être un peu son protégé, ou en tous les cas, ils vont bien s'entendre, et notamment contre le chasseur Rock, qui justement chasse, parce que lui, il fait un trafic de peau en plus de son activité, donc ce que ni Grizzly ni la jeune recrue ne tolèrent. Mais il y a aussi donc ce personnage de chasseur dont Piotr est content d'être le commandant et non l'inverse, parce qu'il le juge vraiment négativement. Con comme une mouette, écrivez-vous, assez sauvage et brutal dans son comportement. Ce personnage-là, justement, de Rock est très antipathique, est très compliqué, et puis qui est vraiment la source des tensions. Des tensions aussi. Comment est-ce que vous l'avez construit, justement, pour quand même qu'on s'y attache un petit peu, quand même qu'il ne répulse pas totalement le lecteur que nous sommes, Caroline Hinault? Je ne sais pas, parce que pour le coup, quand même, j'avais beaucoup de colère à son égard. Ouais, vous l'avez bien chargé. Je l'ai quand même bien chargé. Alors, cela dit, je crois que l'empathie que j'avais pour lui, malgré tout, c'était celle, en fait, des pulsions, c'est-à-dire, mais qui était aussi celle des autres personnages. J'ai beaucoup d'empathie pour le fait qu'ils sont justement isolés du reste de l'humanité, et donc, ils restent du magma vivant, animé de pulsions. Et alors, bon, chez lui, comme chez les autres, par exemple, la pulsion sexuelle est très difficile à gérer dans cette grande nuit arctique, cet isolement. Où parce que si Grizzly t'arrive avec des livres de poésie, Rock reproche à la jeune recrue de ne pas être venue avec un renouvellement de revue pornographique. Exactement. Et donc, effectivement, mais en même temps, ça peut se comprendre, en fait. C'est-à-dire que j'avais pas non plus envie d'occulter cette part pulsionnelle de leur être. Donc, voilà, on peut aussi le comprendre, ce Rock, absolument pas lui pardonner certaines choses, mais le comprendre. En revanche, sur l'inspiration, alors je ne peux pas tout dire pour dévoiler, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais notamment lu des articles sur des espèces de miliciens, on va dire, qui agissent notamment en Syrie, etc., enfin dans des zones de conflits terribles dans le monde, qui sont capables d'abjection. Et en fait, ma question, c'est quand même aussi, mais qui sont ces hommes? Ça, c'est la grande question, effectivement, de tout le roman. Y a pas vraiment de réponse. Non. Si volontairement. Si j'en avais, le monde irait peut-être mieux si on avait la réponse à cette question. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même néanmoins intéressant que chacun s'interroge sur ce rapport à la monstruosité, l'animalité, la bestialité qui est en chacun de nous, quoi.
Et vous l'avez situé dans une espèce de purgatoire, parce que c'est aussi un livre sur le temps, un livre sur le passage, finalement, ça, le passage des saisons et ce temps assez long, surtout celui de la grande nuit, où tous les repères, évidemment, habituels se sont effacés, ils sont loin de tout le monde, et la manière dont vous racontez, c'est que ce sont des activités assez routinières qu'ils ont. Ils prennent énormément le thé dans votre livre, mais parce que c'est aussi un repère temporel, tout simplement. Ce purgatoire-là, il les révèle, selon vous? Ben oui, d'ailleurs, c'est intéressant que vous utilisiez ce mot, et de purgatoire et de révélation. Le purgatoire, pour moi, ça évoque un peu quand même ce no man's land. Il y avait l'idée de En attendant Godot, etc. On a vraiment l'impression qu'ils sont confrontés à l'absurde avec un grand A, quoi. C'est vrai, il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est le temps qui s'écoule et qui devient physique. Hein. D'ailleurs, à un moment, c'est ce que j'écris. Le temps coule dans leurs veines, vraiment. Et je me disais que ça devait être une sacrée difficulté à laquelle être confronté. Rien ne vient scander le temps. Une nuit arctique, c'est la même chose toujours. Ils peuvent presque rien faire. En plus, avec ce paradoxe là de la claustration, être dans un tout petit espace alors qu'ils sont sur un espace infini, naturel infini, mais eux, pour survivre, doivent se replier. Donc ça, oui, je trouvais ça très intéressant. Quand je disais que j'avais choisi ce territoire qui était vraiment débarrassé de toutes les scories humaines habituelles, en fait, j'avais en tête, par exemple, les moments de voyage. Alors, c'est très relatif par rapport à ça, mais par exemple, des moments où on peut voyager dans un certain inconfort. Enfin, quand on a décidé de faire avec le minimum, d'aller un petit peu au bout de soi pour faire court. Et parfois, on voit très très vite que c'est révélateur de choses profondes en nous et du fait que notre civilité, notre sociabilité ne tient pas à grand chose aussi, et que très très vite chacun peut vite se replier sur une bestialité, sur des pulsions, que la vie en société heureusement nous permet de réguler, que les instances comme la justice permettent de réguler. Alors vous avez écrit ce roman qui est assez court, Caroline Hinault, Solac aux éditions du Rouergue, avec un enjeu justement aussi sur le langage. Vous avez parlé du langage des différents membres de cette mission, du Grizzly extrêmement bavard dès qu'il est passionné, à la jeune recrue totalement muette. Mais ça fait aussi un défi pour vous de les faire entendre, de les raconter, de mettre en mots ce qu'ils sont dans cet univers-là. Oui, alors un défi, mais bon là encore un immense plaisir. C'est-à-dire c'est un flux de conscience. C'est-à-dire qu'il y a quand même qu'un seul personnage qui parle. Donc à partir du moment où j'ai trouvé cette voix de Piotr, ce qui n'a pas été évident au départ. Je savais pas. Est-ce que tous parleraient? Est-ce qu'on aurait chaque point de vue, etc. Et puis en fait, une fois que j'ai trouvé son oralité, sa voix, sa pulsation. Moi, je l'ai déjà dit, mais c'était comme trouver une veine et puis après ça coulait, quoi. Il y avait quelque chose d'infiniment jubilatoire à l'entendre parler, quoi, à travers mes mots. J'avais vraiment l'impression que je savais qui était ce personnage et que je pensais comme lui, à la fois à travers un langage qui était très cru, très vulgaire par moments, et puis par moments traversé de fulgurance poétique. Donc il a cette espèce de singularité. En fait, c'était cette singularité qui m'intéressait totalement. L'invention de ce langage à mi-chemin entre l'horreur, le vulgaire, le trivial, et puis cette manière extrêmement imagée de penser le monde. Ouais. Alors dans ces podcasts, nous nous intéressons aussi à la relation qu'entretiennent les auteurs et les autrices avec les personnes qui l'éditent. Ici, Nathalie Desmoulins qui vous édite aux éditions du Rouergue. Alors d'habitude, je demande qu'attendez-vous justement de votre éditrice, mais comme c'est un premier roman, pourquoi lui avez-vous adressé à elle votre premier texte, Caroline Hinault? Parce que d'abord les éditions du Rouergue, je savais pour en avoir lu pour avoir lu des publications que c'était une maison qui alliait la qualité, quoi, le fond et la forme. Et pour moi c'est indispensable. C'est-à-dire que je suis autant attachée à ce que dit le livre qu'à la façon dont il le dit. Donc j'ai envoyé à quelques maisons d'édition, pas seulement au Rouergue, mais une poignée. C'est le Rouergue qui m'a appelée immédiatement. Et donc je remercie profondément, mais vraiment très très sincèrement mon éditrice d'avoir fait son travail et il s'agit d'ouvrir des manuscrits, de les lire et vraiment d'être allé au bout de ça. Voilà, pour moi ça a été extraordinaire. Et comment vous avez travaillé ensemble? En gros, en quoi le texte terminé ressemble au manuscrit ou pas, au manuscrit que vous lui avez envoyé?
Alors, il y ressemble énormément. Il était déjà quasiment en l'état. Je l'avais quand même beaucoup retravaillé avant de l'envoyer. J'avais très peur qu'il soit refusé. Donc, vraiment, c'est vrai que j'avais énormément retravaillé. Donc, il y a eu des petites corrections, bien sûr, des fautes de frappe, des virgules, etc. Et puis, dans l'échange avec Nathalie Desmoulins, elle m'a fait une demande, enfin, qui était... à peine une demande, mais enfin la fin était peut-être un tout petit peu plus confuse et donc moi j'avais très peur d'être dans une explication, enfin une explicitation presque mot à mot qu'on peut avoir dans certains un peu polars. Alors moi je me situais pas du tout du côté du polar, hein. Alors absolument pas, encore moins roman noir, je savais même pas que c'était un roman noir que j'avais écrit. Et donc là elle m'a juste aiguillée en me disant est-ce que vous pouvez retravailler le passage un peu final où on a quand même des éléments d'explication pour que ce soit davantage clair pour le lecteur. J'ai retravaillé voilà, vraiment un passage et c'est tout. Elle a vraiment pris le texte tel qu'il était. Oui. Alors du coup, vos échanges portaient sur quoi? Eh ben, beaucoup sur la suite aussi. Voilà, beaucoup sur la suite parce que c'est vrai que ce texte-là était prêt. Et voilà, elle a porté son regard dessus, hein, évidemment, et c'est ce que j'attends, et c'est ça qui est formidable. Mais je sentais qu'elle faisait confiance au texte. Enfin voilà, sur Solac, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y a eu, je sais pas, on n'a pas eu de grandes discussions, de doutes, etc. Même vous n'aviez pas de questions particulières à lui, d'attentes particulières que vous avez pu lui formuler? Ben, à partir du moment où elle l'a relu plusieurs fois, ça je le sais, et donc et où j'ai senti qu'elle avait confiance dans le texte et que elle pensait que pour elle il était très. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Je me rappelle très bien. Une fois au téléphone, elle m'a dit mais non, en fait, il est déjà très équilibré, très structuré sur la. Il n'y avait pas. La charpente était là. La charpente était là, etc. Et donc après, je vous dis, il y avait quand même des corrections. Évidemment, il n'était pas parfait le texte, mais c'était vraiment très à la marge. Il n'y avait pas du tout de retravail, voilà. Donc en fait, ça a plutôt été de lui faire lire d'autres choses que j'avais écrites. On est plutôt dans cette démarche-là pour la suite, quoi. Ouais. Alors c'est un premier roman, mais ça surprend que ce soit un premier roman parce que souvent les premiers livres ressemblent beaucoup à leurs auteurs là en l'occurrence. Alors je vous connais pas, mais on a du mal à vous imaginer. En vieux militaire voilà, c'est sur ça. La glace. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que c'est le premier texte que vous avez envoyé à des éditeurs ou pas du tout? Bah non, justement. Alors c'est sans doute pour ça qu'il est très éloigné de moi et c'est peut-être pour ça qu'il a plu. Je crois qu'il y a une vraie relation de cause à effet, enfin qu'il a plu un éditeur. Moi je pense que, alors ça fait plus de 10 ans que j'écris, vraiment j'écris beaucoup et c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'étais un peu désespérée de ne pas publier, je dois quand même l'avouer. J'avais envoyé 3-4 manuscrits en 10 ans, on va dire, avec des refus et puis quelques lettres d'encouragement quand même qui me poussaient à continuer. Mais c'est vrai que voilà, je vais pas vous apprendre que c'est quand même assez difficile de se faire publier. Et on va dire, je me suis accrochée. Et en même temps, je pense qu'à chaque refus, il y a toujours la déception évidemment, mais je pense que j'y ai gagné en exigence encore davantage sur épurer le texte, en fait de tous les écueils sans doute, peut-être du débutant. Ça vous a pas complètement découragé, au contraire? Ah non, alors pas du tout. Non, mais après, moi, je suis vraiment une tenace, hein, donc vraiment, vous voyez, la férocité du livre, elle vient quand même de quelque part. Et donc, non, mais en fait, c'était même pas ça. C'est que de toute manière, ça me déborde. Enfin, je veux dire, je ne me vois pas ne pas écrire. Bien sûr que c'est déprimant. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas publié. Bon, ça vous coûte, ça vous prend du temps dans votre existence. Vous dites tout ça pour rien, uniquement pour le plaisir d'écrire, ce qui est déjà beaucoup, mais voilà. Et en même temps, je me voyais pas faire autre chose. Donc, voilà, on continue en apprenant et en se disant, sans doute qu'il faut. Je pense qu'il faut prendre un détour. On revient à soi sans doute, mais être trop proche de soi, trop nourrir peut-être sans passer par un filtre, mais un sacré filtre quoi, qui vient épurer de vos propres angoisses, vos propres névroses, vos propres tout ça. Je pense qu'effectivement on colle peut-être trop à soi, alors que là j'y ai mis quand même beaucoup de moi en fait, l'air de rien, mais je crois que le travail du langage c'est ce qui sauve. C'était la dimension stylistique, le travailler la langue, en fait c'était ça qui me passionnait et chaque refus m'a obligée à aller plus loin, je pense, dans ce travail-là. Alors, vous avez dit, Karine Hinault, qu'avec votre éditrice Nathalie Desmoulins, vous parlez notamment de la suite. Oui. Moi je ne vais pas trop vous interroger sur les livres à venir parce que c'est un peu question bateau, mais plutôt sur la correspondance entre vos textes et la maison d'édition Rouergue. Ça veut dire que vous avez l'impression aussi que dans cette maison-là, vos textes reflètent ce qu'est l'identité de cette maison?
Alors oui, et puis alors, ce que je trouve merveilleux dans cette maison, c'est la liberté en fait qui m'est déjà, je le sens en fait promise, puisque ce livre-là est sorti dans la collection Rouergue Noir, ce que je vous disais m'avait un peu surprise au départ, puisque moi j'avais pas du tout pensé, je suis pas particulièrement lectrice de romans noirs, de polar, donc j'avais très très peur de pas correspondre a priori aux attentes du genre, etc. Et donc là, pour le coup, travail de l'éditrice de me rassurer en me disant mais si, c'est vrai que ça fonctionne bien et maintenant je vois en quoi ça correspond. Et puis le prochain livre, ça je peux quand même déjà vous dire parce qu'il sortira très rapproché parce qu'il est très très différent. D'accord. Il est mais vraiment aux antipodes puisque c'est un récit, c'est un travail. Alors là, je vous disais, il faut aller très loin de soi. Bah là, je reviens vraiment à moi, mais pareil en essayant de travailler le langage sur la question du corps, de la grossesse et de l'incarnation. Et c'est un texte que j'ai écrit sur 10 années que je lui fais lire, qu'elle a beaucoup beaucoup aimé et elle me dit mais en fait il faut absolument le sortir. Donc vous voyez dans une collection du coup blanche de récits qui n'existaient pas forcément exactement sous cette voilà, j'ai bien senti qu'on faisait de la place à ce texte et qu'on m'accompagnait en fait dans le fait d'ailleurs dans le fait de ne pas m'inscrire uniquement dans une collection noire, ce qui était ma grande frayeur, parce que j'avais peur d'être très attendue là. Et donc non, le prochain ce sera pas un roman noir. Alors il est certainement très lié à celui-là par quand même des questions de langage, de corps, de viscéralité, tout ça c'est très présent. Oui. Voilà. Même, voilà. Et ben, en attendant ce récit, donc on peut découvrir votre roman noir, Solac, qui est paru aux éditions du Rouergue, dont nous parlera tout à l'heure Nathalie Desmoulins, Caroline Hinault. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie à Nathalie Desmoulins. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui publiez le roman de Caroline Hinault, Solac, aux éditions du Rouergue. Vous y êtes la responsable éditoriale. Nous venons de l'entendre nous parler de cette histoire qui se situe dans un Grand Nord imaginaire avec ces 4 personnages qui sont bloqués sur la banquise par choix ou par contrainte. Et elle nous a également parlé de la relation qu'elle entretient avec vous. Comment est-ce qu'elle a construit ce livre, bâti ce livre avec vous. C'est un premier roman et ça arrive encore aujourd'hui. On s'en aperçoit d'ailleurs dans plusieurs des podcasts. C'est un premier roman envoyé par la poste. Est-ce que vous vous souvenez, Nathalie Desmoulins, le jour où vous l'avez découvert et vous vous êtes dit ça, c'est un roman que je peux éditer au Rouergue? Ben, je m'en souviens très bien. C'est moi qui dépote les manuscrits que nous recevons au Rouergue, entre 10 à 15 par jour. Et ce texte, je l'ai remarqué tout de suite, c'est-à-dire à peine sorti de l'enveloppe, je l'ai vraiment mis de côté tout de suite. Je me suis dit, celui-là, il faut le lire. Je l'ai lu d'ailleurs dans la journée. Et je l'ai relu le lendemain matin, pour être sûre, parce que c'est quand même... voilà. Donc j'étais emportée à la fois par la qualité de l'écriture, la singularité même de l'écriture. Il y a une vraie personnalité dans ce texte. Il y a une intrigue extrêmement tendue. C'est un livre duquel on se dégage pas en fait, qu'on lit d'un trait, parce qu'on est emporté par la voix du narrateur et par ce qui se passe. Donc ça a été un espèce de coup de foudre en fait, tout simplement, on peut le dire. Et vous avez su tout de suite que voilà, il y avait matière à être publié chez vous. Où il y avait tous les éléments étaient là pour coller au Rouergue et coller à vos goûts, à vous, Nathalie Desmoulins. Tous les éléments étaient là, c'est-à-dire ce qu'on cherche dans Rouergue Noir, c'est des auteurs, c'est donc des écritures. On est vraiment centré, on sort en particulier presque uniquement maintenant des auteurs français. Et donc oui, il y avait toutes les qualités, mais c'est vrai que c'est un livre qui aurait pu aussi sortir dans une collection de littérature blanche. D'ailleurs, ça a surpris Caroline Hinault qui ne s'attendait pas, elle, à ce qu'elle soit publiée dans une collection noire. Ouais. Absolument. Ça l'a un peu surpris, mais elle se prête maintenant assez bien à ce genre qui est très ouvert en réalité. Mais c'est vrai que c'est pas un roman policier, mais pour le coup, c'est un roman noir. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Rouergue Noir. On fait quelques romans policiers, mais on fait surtout du roman noir. Voilà. Alors, elle nous a aussi raconté, Caroline Hinault, la manière dont vous avez travaillé ensemble, tout en nous disant qu'il y avait finalement assez peu de travail à faire sur le manuscrit. Quel fut, de votre point de vue, Nathalie Desmoulins, la manière dont vous avez travaillé avec elle sur ce texte, puisque le manuscrit était presque le livre publié? Oui, il y a eu quasiment rien. Des tout petits détails.
mais vraiment minuscule. C'est un livre, c'est assez rare, surtout pour un premier roman. En général, il y a quand même du travail, ce qui est normal. Mais là, en l'occurrence, le livre, il est arrivé, je sais pas, c'est comme Athéna qui sort de la tête de Jupiter, là, toute formée, toute parfaite, et le texte, il est arrivé impeccable. Franchement, je me suis dit, faut pas l'abîmer, faut pas aller plus, les développements sont bons, le rythme il est intense, c'est un roman assez bref, mais d'une très grande densité. Non, c'est exceptionnel un roman qui est publié comme ça, tel qu'il arrive. Ouais, alors vous, C'est assez merveilleux, c'est merveilleux de le lire. mais alors vous, du coup, quel était le travail que vous aviez à faire? Alors, à part ce qu'elle nous a dit, une demande de retravail de la fin pour une meilleure lisibilité, mais en dehors de cela, quel fut votre travail, puisque vous n'avez pas eu à proposer une autre architecture pour le livre, ni avoir quelques détails ici ou là pour l'améliorer. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, c'est l'autre partie. Alors, le travail d'éditeur, il est complexe. Il y a effectivement le travail sur le texte avec l'auteur, qui peut être un travail de longue haleine ou voilà. Mais c'est la construction de l'œuvre de l'auteur et la manière dont on va lui faire une place en librairie. Donc, la première décision que j'ai prise, c'était de le mettre dans notre collection Wargue Noire et pas dans notre collection littérature générale La Brune. Donc, ça, c'était une première décision. Et ensuite, le travail, c'est ce travail de diffusion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va parler du livre, comment est-ce qu'il va être placé en librairie. On travaille, c'est un travail très collectif, l'édition. Et c'est peut-être souvent cette dimension qui échappe aux lecteurs qui ne connaissent pas ce milieu. Il y a énormément de gens qui travaillent sur un livre. Donc, il y a l'éditeur, il y a le fabricant, donc on a donné aussi la forme au livre, la couverture, etc. Tout ça, ça s'est fabriqué autour de mon travail. Et ensuite, il y a le travail que j'ai fait avec le reste de l'équipe du Rouergue sur la diffusion, la présentation du livre, à la fois à une équipe commerciale, à des libraires. On fait des rencontres où on présente nos livres. Donc, on cherche pour chaque livre à lui trouver la place dont il a besoin en librairie. Et on a aussi, bien sûr, un travail au niveau de la presse avec une attachée de presse. Donc, tout ce travail, il fait partie aussi d'un ensemble. Bon, puis on a fait travail de correction, enfin du travail très précis sur le texte. Donc, en fait, le travail d'éditeur, il y a beaucoup de travail sur le texte. C'est vrai voilà. Après, il y a le suivi du travail de l'auteur, c'est-à-dire qu'on continue à travailler ensemble. Bon, pour le coup, avec Caroline, ça va s'échapper très vite du domaine du noir parce que elle a d'autres choses à écrire, à dire, à transmettre. Et c'est clair qu'elle va tout de suite échapper au genre. Ouais, elle nous l'a dit, hein, on peut en dire davantage d'Atelier Desmoulins. C'est un livre sur le corps et sur sa grossesse qui effectivement permet d'aller dans une autre de vos collections Rouergue. Voilà, dès janvier, on sort un texte, un superbe texte de Caroline qui s'appelle Incarna, fragment de grossesse, qui est donc un livre sur toutes les transformations qu'une femme traverse pendant une grossesse, mais de tous les enjeux aussi qui sont mobilisés par cette grossesse au niveau social, au niveau politique, au niveau symbolique. C'est un texte très fort qui est nourri par les sciences sociales, mais qui a un vrai récit très incarné. Ce qui est très intéressant avec Caroline, d'abord, c'est la qualité de sa pensée. C'est quelqu'un qui a une pensée qui est très claire, qui est très analytique aussi. Puis il y a il y a une écriture qui a une force qui s'impose. Il y a une qualité dans l'énonciation. C'est vraiment je pense qu'elle a un très bel avenir devant elle. Et là, ce qui est très chouette avec Solac, c'est que tout de suite, il y a eu un très bon repérage des libraires. C'est un livre qui se vend bien, qu'on a déjà réimprimé, qui vient d'avoir un premier prix. Donc, elle a une belle carrière là qui s'ouvre. Elle a déjà trouvé une audience et j'espère que cette audience ne va cesser de croître, puisque c'est aussi ça notre envie quand on est éditeur. C'est que tout le monde le lise, son livre. Évidemment, évidemment. Je voudrais revenir sur une des choses que vous avez dites et puis dont on a parlé avec Caroline Huneau à propos de Solac, c'est que Nathalie Desmoulins, vous avez fait le choix qu'il soit dans une collection noire. Donc vous avez raconté toutes les personnes qui vont travailler sur un livre. Mais en quoi avoir choisi de
diffuser et de le publier dans une collection noire change la manière, alors soit de le porter, soit de le lire, soit de le raconter par rapport à un livre publié dans une autre collection. Parce que le noir et les autres collections, c'est bon, les publics s'imbriquent évidemment, mais il y a quand même un lectorat spécifique pour ce genre-là. Oui, il y a vraiment. Alors d'abord, c'est pas les mêmes libraires dans les librairies en général. Enfin, souvent, il y a plusieurs libraires, hein, 2 ou 3, parfois beaucoup dans les grosses librairies. Mais donc, il y a des librairies qui sont vraiment spécialisées sur tel type de livres. Et souvent, il y a un libraire qui s'intéresse particulièrement au polar, à la littérature noire. Donc, c'est pas les mêmes libraires. Il y a un public. Alors, il y a un public captif du noir qui vraiment va en librairie pour ce rayon, même si il y a d'autres lecteurs qui ont envie parfois de prendre un livre. Et puis, il y a un réseau de festivals. C'est vrai que ça, c'est la particularité du polar. C'est qu'il y a un magnifique réseau de festivals de très grande qualité, de très grande tenue. Et que du coup, il y a un auditoire particulier. Donc, Caroline, elle a beaucoup d'invitations dans des festivals de qualité. Elle a été reçue à Frontignan. Elle a été reçue à Linoir, où elle a donc reçu le prix Claude Mesplède. Elle va être à Toulouse Polar du Sud. Elle va être à Villeneuve-les-Avignon. Elle va être à Lamballe. Elle a beaucoup, beaucoup d'invitations. Et voilà, ce sont des festivals qui sont très bien organisés, où il y a des rencontres, où il y a des gens il y a vraiment un public particulier. Et ça donne un écho à son livre qui est singulier, qui est effectivement, je pense, plus net que si on l'avait sorti dans une collection de littérature générale où la concurrence est différente en fait. C'est vrai qu'elle arrive dans une collection où sont publiés des auteurs renommés qui sont Peter May, qui sont Colin Niel, Valentine Imhoff, Ronan Gouezek, des auteurs de très grande qualité. Et cet environnement aussi de la collection porte chaque livre. On n'arrive pas, le livre, il n'arrive pas comme ça, ex nihilo. Il porte aussi une image qui, je crois, pour Rohan Guenois, est une image de grande exigence et de qualité littéraire. Et ça, voilà, c'est aussi pour ça que les auteurs cherchent les éditeurs. C'est parce qu'ils savent aussi que cet environnement va être propice, va les aider à faire lire leurs livres. Et c'est aussi notre part du travail. Avec la question déjà pour le livre d'après de comment faire savoir qu'il y a un autre livre de cette autrice-là, mais dans une autre collection sur un tout autre sujet. Alors là, c'est vrai que c'est un peu scabreux. J'avoue que c'est un peu surprenant, d'autant qu'ils sortent très, très rapprochés. Et on sort Incarna très vite parce que, en fait, moi, depuis 2 ans, je reçois pas du tout des manuscrits sur le confinement. Je reçois énormément de manuscrits sur la grossesse, figurez-vous, sur les mères. C'est impressionnant. Et je pense qu'il y a une envie, qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose qui veut se dire et que ce livre, il est urgent qu'il soit publié parce qu'il va répondre à une vraie demande. Mais c'est vrai que c'est singulier. C'est vrai que l'année prochaine, Caroline, elle est déjà sur des événements noirs. Mais bon, en même temps, et elle va déjà avoir une nouveauté en littérature générale, récit en plus. Mais bon, en même temps, c'est vrai que les frontières, depuis quelques années, elles ont tendance à s'effriter, qu'on voit qu'il y a des auteurs qui passent d'une catégorie à une autre ou d'un genre à un autre et que le public est tout à fait les suit aussi. Et il y a une ouverture d'esprit quand même dont on peut se réjouir. Voilà, le noir, à un moment donné, le noir était une chapelle, c'est vrai, ça l'a été plutôt à la fin du XXe siècle, au début du XXIe. Mais là, je crois qu'on est vraiment passé à une autre époque du polar et que les auteurs de polar sont aussi beaucoup reconnus pour la qualité de leur écriture. Il y a de grands écrivains dans la littérature noire et que c'est pas seulement des thèmes ou un rapport à la société ou à la politique. C'est qu'il y a vraiment aussi des auteurs qui émergent dans ce type de littérature pour des qualités purement textuelles.
Et puis pour terminer, parlons plus largement du Rouergue, Nathalie Desmoulins. En quoi le roman de Caroline Hinault-Solac porte l'identité du Rouergue? Vous avez parlé de plusieurs des aspects, hein, la qualité de l'écriture, le côté noir, le côté de l'écriture et une histoire singulière. Mais en quoi est-ce qu'elle incarne à sa manière une part de ce qu'est le Rouergue? Le Rouergue, c'est aussi une maison qui a des valeurs humanistes, qui est une maison qui se préoccupe d'écologie depuis sa naissance en 86. On publie pas seulement de la littérature, mais des livres sur la nature, sur la biodiversité, sur l'agronomie aussi, mais qui sont des livres novateurs. On a des auteurs comme Colin Niel, qui a publié des livres qui sont très forts sur le rapport à la nature. Je pense à son dernier roman, Entre fauves. Mais je pense aussi à un livre comme le roman de Peter May, Les disparus du phare, qui est un livre autour de la disparition des abeilles. C'est un roman policier, enfin, la question écologique, elle est présente. Et le livre de Caroline s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'écoféminisme, qui est une vague qui montre comment l'exigence d'avoir des valeurs viriles qui sont plutôt tournées vers la destruction plutôt que sur la construction, comment en voulant façonner ce type de société et ce type d'hommes, on fait du mal aussi bien aux hommes et à la société et dans son ensemble, mais aussi à la nature. Parce qu'en fait, ce qu'on valorise, c'est la prédation. Et c'est quelque chose de terrible qui est en train de nous détruire. Et ce livre-là, il dénonce ces choses-là. Donc, il est pleinement dans les valeurs qui sont les nôtres. On est vraiment un éditeur qui veut sauver la planète, en fait. Voilà. Vaste projet. Un sacré boulot pour chacun de nous, mais chacun fait sa part. Voilà, chacun fait sa part et nous, on publie des livres qui cherchent à ouvrir d'autres chemins. Voilà, Solac, c'est le titre du roman de Caroline Hinault que vous publiez aux éditions du Rouergue, Nathalie Desmoulins. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.